On connaît les effets désastreux des conflits armés sur les personnes et sur les biens issus du travail de l'homme, mais beaucoup plus rarement ceux sur les écosystèmes et sur l'environnement naturel. Le droit international, de manière incomplète et imparfaite, mais de manière certaine pourtant, protège l'environnement dans les conflits armés. Et c'est cette protection, et malheureusement ces lacunes, que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Et pour cela, je vais vous présenter un arbre, ses racines, son tronc et ses branches. Alors, les racines de cet arbre sont peu nombreuses, mais elles sont profondément ancrées. À l'origine, l'environnement était un paramètre dans la guerre. Sun Tzu, l'un des plus anciens théoriciens de ce qu'on appelle l'art de la guerre, fait de l'environnement un facteur dont la connaissance peut décider de la victoire ou de la défaite. Sa protection est cependant très limitée, notamment à l'interdiction immémoriale du poison. L'affirmation en 1868 du principe d'interdiction des destructions ne présentant pas une nécessité militaire forme quant à elle le tronc de notre arbre, son tronc commun. L'environnement devient alors un bien dont la destruction ne peut jamais être gratuite. Cette protection reste néanmoins assez timide. Et la Première Guerre mondiale n'apportera pas de réelle avancée, à l'exception notable, en 1925, de l'interdiction des armes biologiques. Puis éclata la Deuxième Guerre mondiale. Ces bombardements massifs qui laissent des restes explosifs de guerre, qui pendant des décennies encore après le conflit polluent les sols. L'utilisation de l'arme atomique elle-même n'a cependant mené à aucun développement du droit international protégeant l'environnement en tant que tel. Et même les célèbres conventions de Genève, ces 4 conventions de 1949, ne mentionnent pas l'environnement naturel. L'environnement naturel reste donc, après la Deuxième Guerre mondiale, un bien de caractère civil sans autre protection spécifique. C'est avec la guerre froide que les branches vont apparaître sur notre tronc. De paramètres, l'environnement naturel devient alors un outil pour les belligérants et croyez-moi, l'imagination à cet égard est sans limite. Tremblements de terre, tsunamis, pluies torrentielles délibérément provoquées par l'homme ont été développés, imaginés, parfois même testés dans les conflits armés. Ceci a mené à l'adoption en 1976 d'une convention internationale qui interdit d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou à toute autre fin hostile. Bémol cependant, cette convention est limitée dans son aire géographique puisqu'elle ne s'applique que pour les dommages causés sur le territoire de ses 78 États parties. Et par ailleurs, elle ne s'appliquera que si le dommage est étendu, durable ou grave. Donc son application est très très rare. L'environnement est par ailleurs ici non protégé en tant que tel, mais ce n'est pas un bien à protéger, c'est vraiment un moyen à contrôler pour protéger au contraire l'humanité des effets de son utilisation dans les conflits armés. Paramètres, outils, avec la guerre du Vietnam, l'environnement va enfin se voir attribuer un 3e statut, celui de victime. L'utilisation massive des herbicides et des défoliants, dont le célèbre agent orange, d'armes incendiaires au napalm et de bombes gravitationnelles, vont mener à l'adoption de dispositions qui protègent l'environnement pour lui-même en tant que tel. En 1977, texte très important, le premier protocole additionnel aux conventions de Genève est adopté et il consacre plusieurs de ces dispositions à la protection spécifique de l'environnement naturel. La première interdit d'utiliser des méthodes et des moyens de combat qui causeraient des dommages étendus, durables et graves, malheureusement c'est cumulatif, à l'environnement naturel. Cela vise les dommages massifs qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, qui s'étalent sur une période au moins de 10 ans et qui sont de nature à perturber gravement l'équilibre écologique. Seconde disposition indique que l'environnement naturel ne peut pas faire l'objet de représailles et doit être protégé également en ce qu'il est nécessaire à la survie de la population civile. Donc on voit ici qu'il y a 2 visions, la vision de la protection de l'environnement de manière intrinsèque et puis la vision utilitariste de l'environnement. Il est utile à l'homme, nécessaire à sa survie. Si l'environnement naturel est donc devenu un sujet à part entière du droit international, on peut s'interroger sur l'effectivité de cette protection. Alors certains mécanismes préventifs et curatifs existent et ils font partie des autres branches de notre arbre. À titre préventif, les États ont par exemple l'obligation, quand ils veulent acquérir ou développer un nouveau moyen de guerre, une nouvelle arme par exemple, d'évaluer si cette arme serait contraire par nature ou par les effets attendus à
l'ensemble du droit international qui leur est applicable, c'est-à-dire donc aussi au droit international qui protège l'environnement naturel. À titre répressif ou curatif, l'État lui-même peut être mis en cause pour les dommages à l'environnement naturel occasionnés par les conflits armés, comme ce fut le cas pour l'Irak après la guerre du Golfe. Ceux qui planifient ou qui conduisent les opérations militaires peuvent, quant à eux, voir leur responsabilité pénale individuelle engagée s'il y a des dommages à l'environnement naturel. Et c'est prévu dans le statut de la Cour pénale internationale, adopté en 1998, qui érige en crime de guerre les atteintes à l'environnement naturel. Bémol, toutefois, et bémol majeur, cette disposition prend une vision utilitariste de l'environnement naturel et ne trouve à s'appliquer que si les dommages sont causés de manière volontaire, étendus, durables, graves et manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. Je vous laisse deviner combien de personnes ont été condamnées à ce jour pour la violation de cette disposition. Enfin, la plus grande limitation à l'ensemble de ces dispositions que je viens de vous citer, à l'exception du poison, c'est qu'elle ne trouve à s'appliquer qu'en cas de conflit armé international, c'est-à-dire un conflit armé qui oppose au moins 2 États. Or, en droit international, il existe 2 types de conflits armés. Le deuxième, ce sont les conflits armés non internationaux, c'est-à-dire les conflits armés qui opposent un État à un groupe armé non étatique organisé ou 2 groupes armés non étatiques entre eux. Et de nos jours, ces conflits sont les plus nombreux. Alors, si le droit international, vous l'avez compris, est principalement réactif au regard de la protection de l'environnement, moi je vous propose aujourd'hui d'être proactif. S'il faut considérer que les guerres continueront malheureusement à exister, l'environnement, qui a été un paramètre, un outil qui est désormais une victime et plus que jamais aujourd'hui un enjeu des conflits, doit faire l'objet d'une protection globale et particulière dans ceux-ci. Au regard de l'intérêt fort heureusement croissant pour les préoccupations environnementales, je suis convaincue qu'il existe aujourd'hui un momentum et que nous devons le saisir. À l'instar de ce qui existe pour les biens culturels, qui sont protégés par des conventions spéciales et spécifiques, l'environnement naturel pourrait, ou plutôt devrait aujourd'hui, faire l'objet d'une convention globale, on a parlé de multilatéralisme, visant à la protection dans tous les types de conflits armés, internationaux, non internationaux, dans tous les milieux, sur la terre, dans la mer, dans les airs. Cette convention pourrait faire de certaines zones des zones spécialement protégées où aucun conflit ne pourrait avoir lieu, de certains biens particulièrement précieux, des biens sous protection spéciale ou renforcée, et préciser les obligations qui incombent aux belligérants avant, pendant et après les hostilités pour respecter et protéger l'environnement naturel. Plutôt donc de segmenter notre arbre, les racines, le tronc et les branches, ce que je vous propose, c'est que le droit international relatif à la protection de l'environnement naturel dans les conflits armés soit développé et fusionné dans un seul sujet majestueux. Au regard des enjeux globaux et des développements scientifiques que l'on se borne parfois, par folle espérance plutôt que par conviction profonde, à nommer le progrès, on peut se questionner parce que ces développements remettent en question, justement, par la destruction de l'environnement, l'existence même de l'homme. Or, même la guerre a des limites, et je vous assure qu'il y a de l'espoir. La Cour internationale de justice, donc c'est-à-dire la plus haute juridiction qui existe, qui est dans l'organisme des Nations Unies, elle-même, en 1996 déjà, dans son célèbre avis consultatif sur l'arme nucléaire, avait précisé « L'environnement n'est pas une abstraction, je la cite, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations à venir. » Paramètres, outils, victimes, enjeux maintenant des conflits armés, l'environnement pourrait désormais entrer dans un nouveau rôle, celui de sauveur, et devenir aujourd'hui, plus que jamais, en cas de guerre, le dernier rempart de l'humanité. Merci.